Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, on poursuit notre tournée dans les Landes puisque je me suis rendue à la Chambre d'agriculture à Mont-de-Marsan pour rencontrer Jeanne Martin-Savy. Jeanne est conseillère installation-transmission au PAIT, le point accueil, installation et transmission. Son rôle, accompagner les futurs agriculteurs dans leurs projets d'installation. Elle aide des profils très variés, du fils d'agriculteur qui reprend la ferme familiale au citadin en quête de reconversion. À l'heure où près de la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 5 à 10 ans à venir, la question de l'installation est cruciale. Encore plus quand on sait qu'un tiers d'entre eux ne seront pas remplacés. Dans cet épisode, Jeanne nous dit tout sur les démarches à suivre pour devenir agriculteur. Quelles questions se poser? À qui s'adresser? Faut-il une formation? Comment trouver une ferme et les financements? Elle répond à toutes nos questions. L'énergie et la pédagogie de Jeanne font de cette interview un épisode idéal pour ceux qui ont dans un coin de leur tête l'idée de devenir agriculteur. Elle vous permet d'en savoir plus sur le chemin à parcourir pour passer du rêve à la réalité sans pour autant idéaliser le métier. Bonne écoute! Bonjour Jeanne. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve ? Alors, je m'appelle Jeanne Martin-Savy, je suis animatrice du point accueil installation transmission à la Chambre d'agriculture des Landes et je suis conseillère installation transmission, donc je reçois tous les porteurs de projets qui ont un projet d'installation dans le milieu agricole et j'accompagne aussi les personnes dans les demandes d'aide. Et je fais aussi la partie transmission, donc accompagnement des cédants sur l'arrêt d'activité et potentiellement les aider à retrouver un repreneur. Ok, donc en gros, si quelqu'un veut devenir agriculteur, il passe, le point d'entrée, c'est ce qu'on appelle le PAIT, je crois, le point c'est accueil ça. installation. C'est le point et donc il passe par toi. C'est ça, il passe par moi, oui, tout Entre à autres. fait. Voilà. Moi ou ma collègue Isabelle, on est deux à se partager le département pour animer le point accueil installation. Et il y a un point accueil installation dans tous les départements en fait. D'accord, ok. Dans les chambres d'agriculture? Pas forcément, ça dépend quel organisme est agréé dans le département. La majorité des départements, c'est dans les chambres d'agriculture, mais parfois il y a les syndicats des jeunes agriculteurs qui sont PAI, ou parfois d'autres associations qui ont la compétence de manière historique et qui l'ont conservée. Et alors, ça a été quoi le déclic pour toi de travailler dans le monde agricole? Pourquoi tu as atterri à ce poste-là? C'était pas une vocation première. En sortant du lycée, j'avais pas forcément d'idée de ce que je voulais faire. Et j'ai atterri en école d'ingénieur agronome. C'est une formation assez large, donc ça permet aussi de découvrir une diversité de métiers. Et moi, je me suis plutôt orientée sur l'aménagement du territoire, parce que j'aime bien tout l'aspect travailler avec tous les acteurs du territoire, créer des projets, créer une synergie. Et je me suis retrouvée à mon stage de fin d'études sur la partie transmission, qui m'a beaucoup plu. Et voilà, j'ai eu l'opportunité d'avoir cet emploi, donc ça me convient bien aujourd'hui. C'est ton premier job à la sortie de, je crois que tu as fait Bordeaux Sciences Agro de l'école d'ingé, c'est ça? Oui, tout à fait. Félicitations. Merci. Alors en fait, j'aimerais bien qu'on profite de l'épisode pour qu'on comprenne bien comment on fait pour devenir agriculteur. Quelqu'un qui aujourd'hui veut soit se reconvertir, soit s'installer parce qu'il a une famille agriculteur, enfin être ce qu'on appelle dans le cadre familial ou hors cadre familial quand on n'est pas issu d'une famille d'agriculteurs. Voilà, qu'on voit un peu ensemble les étapes et que tu nous expliques ce qu'il faut faire et peut-être ne pas faire. Je crois que pour démarrer, c'est essentiel déjà de se poser les bonnes questions, non? C'est ça, oui. Il faut arriver à définir son projet dans toutes les composantes. Quelle production on veut faire? Est-ce qu'on a les compétences pour les faire? Est-ce qu'on veut que ce soit un projet seul ou s'associer avec quelqu'un, une personne de sa famille ou une personne tierce? Où est-ce qu'on veut faire son projet? Est-ce qu'on a le terrain pour le faire? Il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser en amont. Donc, venir au point accueil installation, ça permet de se poser ces questions-là, mais il faut aussi creuser son sujet de son côté et aussi échanger avec d'autres personnes pour permettre de le consolider. Ouais. Et puis, comment on peut savoir que c'est vraiment fait pour nous? Parce que des fois, on peut peut-être idéaliser la campagne, le monde agricole, faire du maraîchage avec ses 3 carottes et 2 tomates. Comment on peut faire pour vraiment savoir si on est adapté à ce métier-là? Parce que ça reste un métier particulier quand même, pas comme les autres en tout cas. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une
une tendance à l'idéalisation, on va dire, du métier d'agriculteur peut-être, avec toutes les vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux, des maraîchers qui se reconvertissent, qui font de la vente directe, et ça marche très bien. Il y a certains systèmes qui marchent, mais ça ne montre pas forcément aussi la réalité du métier et toute la difficulté que ça peut engendrer. La terre est basse. Ouais. Il faut beaucoup travailler pour être agriculteur ou agricultrice. Donc, je pense que pour savoir si ce métier est fait pour nous, en fait, il faut l'essayer. Il n'y a que l'expérience qui peut marcher. Donc, faire des saisons avec des maraîchers. Les maraîchers, ils cherchent toujours des saisonniers pour la pleine saison. Travailler en tant qu'ouvrier agricole, tout simplement, ouvrière agricole, ça se fait beaucoup. Et puis, dans n'importe quelle production, c'est possible. Et après, se former, si on veut passer des diplômes aussi, il y a des diplômes en alternance, il y a des BTS en accéléré aussi, où on peut le faire en alternance. Il y a des diplômes pour des personnes qui veulent faire, du coup, se reconvertir professionnellement, des diplômes pour adultes. Beaucoup de gens passent le BPREA aujourd'hui, c'est la formation dont on entend le plus parler en ce moment. C'est quoi le BPREA ? C'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Ok. C'est une formation sur 10 mois. Et donc ça nous apprend du coup à gérer une exploitation. C'est assez axé quand même comptabilité, gestion d'une entreprise, parce que quand on est agriculteur ou agricultrice, on n'est pas que sur l'aspect production, il y a aussi tout l'aspect gestion d'une entreprise agricole. Et ça permet aussi d'avoir quelques stages. Alors c'est pas la majorité de la formation, c'est pour ça que nous on pousse quand même les gens à avoir leur propre expérience. Un BPREA, sans en avoir fait une vraie saison agricole, on ne peut pas vraiment savoir si c'est un métier qui nous correspond, et aussi peut-être qu'on manque de compétences techniques. Et du coup, quand on commence à s'interroger, quand on se dit ok, peut-être que j'aimerais devenir agriculteur, ça a l'air cool, j'ai envie d'avoir un impact, peut-être. C'est quoi une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, qu'on se dit ok, je veux le faire, comment on fait justement pour trouver ces stages en immersion, pour savoir quelle formation est faite pour nous, à qui on s'adresse, c'est quoi les premières étapes qu'il faut faire ? Alors je dirais que tout dépend de sa situation. Déjà, si on est fonctionnaire, si on est salarié du secteur privé, si on est militaire, c'est des cas de figure différents. La première étape, c'est peut-être d'aller voir un centre en évolution professionnelle pour faire un bilan de compétences et pour discuter aussi des possibilités de formation et de reconversion. Si c'est vraiment le milieu agricole qui nous intéresse, alors dans ce cas-là, on peut aller au point accueil et installation de son département pour justement discuter avec le conseiller l'objectif c'est d'orienter du coup les porteurs de projets vers les conseils dont ils ont besoin. Donc s'ils ont besoin de conseils en formation, on va les orienter vers le conseil formation de la chambre. Ou alors vers les organismes de formation du département, si jamais ils sont à la recherche d'une formation diplômante en tout cas. On peut aussi les mettre en relation avec des maîtres d'apprentissage, des maîtres de stage, des agriculteurs qui sont d'accord pour accueillir des personnes en immersion sur leur ferme. Après, les stages, ils peuvent être financés. Il y a des dispositifs Pôle emploi qui existent pour financer des stages. Donc c'est plutôt des stages courts, c'est de quelques semaines à 2 mois, je crois, maximum. Et après, on a aussi des stages dans le dispositif de la transmission, le stage parrainage, où là, c'est un stage de 1 à 12 mois sur l'exploitation qu'on envisage de reprendre. Donc là, c'est une réelle immersion. Mais bon, là, on est dans le cas de figure où on se projette vraiment sur l'installation d'une exploitation précise. Pour de la formation et pour de la découverte du métier, je pense que des petits stages dans plusieurs exploitations, déjà, ça peut être un bon moyen. De toute façon, le mieux, c'est d'aller voir le PAIT pour savoir quel est le dispositif qui est le plus adapté pour nous, au final. Oui, vous êtes là pour ça, pour oui. dire il y a telle possibilité, faire du cas par cas un petit peu, oui, autant que possible, j'imagine. C'est le cœur de notre métier, en tout cas. Oui, parce que surtout dans les Landes, j'imagine que vous devez avoir pas mal de demandes vu l'attractivité du territoire un peu. Oui, c'est un territoire qui attire beaucoup. L'année dernière, on a eu près de 300 personnes qui ont été accueillies au point accueil installation. Donc nous, on essaie de cumuler, on fait des sessions d'information collective. C'est plutôt à destination des personnes qui viennent vraiment à titre d'information, qui n'ont pas vraiment de projet d'installation précis. Donc on leur présente toutes les démarches pour s'installer, qu'est-ce que c'est la MSA, comment est-ce qu'on trouve du foncier, quels sont les statuts juridiques qui existent, tout ce panel d'informations. Et après, on a des entretiens individuels pour les porteurs de projets, où là, on va un peu plus dans le concret, on regarde avec eux, est-ce qu'ils ont vraiment les compétences, est-ce qu'ils ont les diplômes, est-ce qu'ils veulent solliciter des aides, et est-ce que oui ou non, on commence la démarche d'accompagnement pour le parcours à l'installation. Et c'est quel type de profil qui viennent vous voir ? Alors, l'année dernière, on a eu à peu près 30% d'installations hors cadre familial, donc de porteurs de projets qui voulaient s'installer hors cadre familial. Donc, hors cadre familial, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de famille d'agriculteurs dans leur famille du tout, que c'est pas dans le cadre d'une reprise de ferme de ses parents, de ses grands-parents, quoi. C'est ça. Après, ça ne veut pas forcément dire que ces personnes-là ne sont pas issues du milieu agricole, mais ça peut être des enfants d'agriculteurs qui ne veulent pas s'installer sur l'exploitation familiale. Mais après, on a quand même aussi des cas de reconversion.
Et après, la majorité quand même des reprises, c'est dans le cadre familial. Et donc là, c'est des enfants d'agriculteurs qui reprennent l'exploitation du coup des parents ou des grands-parents. D'accord. Et les gens qui se reconvertissent, qui sont vraiment hors du milieu, il y en a de plus en plus, tu vois, une vague d'installation ou pas tant que ça finalement, et on grossit le trait un peu, voilà, parce que ça fait plaisir à tout le monde de se dire qu'il y a des gens qui se reconvertissent, mais finalement pas tant que ça. Alors nous, on a surtout la vision des gens qu'on accompagne dans le cadre des demandes d'aide aussi, donc ceux qui veulent un accompagnement. Après, les personnes qui s'installent et qui créent leur activité dans leur coin, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la visibilité là-dessus, et ce serait intéressant qu'on l'ait d'ailleurs, qu'on fasse une étude pour voir quels sont les profils de ces personnes et est-ce que leur exploitation est durable dans le temps. Oui, on a pas mal de reconversions et surtout ce qu'on constate, c'est qu'on a des gens qui sont de plus en plus formés. On a des personnes qui ont des bacs plus 5, des doctorats, des personnes qui ont vraiment un haut niveau de formation et qui finalement ont envie de retourner à la terre et d'avoir peut-être un peu plus de concret et de sens. On a beaucoup de gens qui se présentent en nous disant ça, qui recherchent un peu du sens dans leur travail, dans leur métier. Et ça implique du coup une grosse reconversion souvent. Ouais. Bon, en même temps, à force de parcourir les fermes, je trouve que le bac plus 5, il n'est pas de trop, parce que le métier d'agriculteur, il est de plus en plus complexe quand même. Mais en fait, c'est être chef d'entreprise, finalement, maintenant, le métier d'agriculteur. Oui, complètement. Il faut gérer la production, l'itinéraire technique, il faut gérer les aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents. Il faut gérer l'approvisionnement, les charges, il faut gérer la main-d'œuvre salariée, si on a des salariés, le management aussi, ça s'apprend. Si on a des associés, il y a tout l'aspect relationnel humain, comment est-ce qu'on travaille ensemble. Et puis il y a l'aspect commercialisation aussi, enfin, sauf si on délègue, mais ça dépend ce qu'on veut faire de son outil de production. Et pour finir sur cette première partie, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une formation pour être agriculteur ? Non, c'est pas obligatoire. En fait, pour être agriculteur, pour avoir le statut de chef d'exploitation, il faut atteindre une activité minimale d'assujettissement aux yeux de la MSA. Donc, c'est la mutualité sociale agricole. C'est la sécurité sociale des agriculteurs, si je fais simple. Oui, c'est ça. C'est la sécu des Ils agriculteurs. Ils sont pas au même régime que nous. Non. Ça aurait été un bon truc pour étaler sa science, ça. Mais ça. Trop tard, on l'a dit. Et donc, pour être chef d'exploitation à la sécurité sociale agricole, donc, il faut atteindre une activité minimale d'assujettissement qui dépend en fait de son taux d'activité. Donc, soit c'est en surface, soit c'est en temps de travail qu'on alloue à notre activité agricole. Donc, en gros, ça veut dire je suis considérée comme agriculteur par la MSA si j'ai tant d'hectares ou si je travaille tant d'heures sur mon exploitation, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Parce que, par exemple, pour être maraîcher dans les Landes, il faut exploiter au moins 6500 mètres carrés. Si on veut être en polyculture élevage, selon les territoires, ça va être 9 hectares ou 14 hectares. D'accord. Il y a des équivalents en surface et en production animale. Mais pas besoin de diplôme, en fait. C'est cette activité-là qui va déterminer si on est affilié ou pas chef d'exploitation. Le diplôme, il va être intéressant pour les autorisations d'exploiter, parce que si on n'a pas de diplôme agricole, il faut demander l'autorisation d'exploiter à la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer. Et le diplôme, il va être intéressant si on veut demander les aides de l'État. Parce que là, c'est obligatoire d'avoir un diplôme pour en bénéficier ? Un diplôme agricole de niveau 4. Après, il y a d'autres dispositifs qui existent. On peut s'installer avec l'acquisition progressive et s'engager à obtenir le diplôme dans un certain délai. On peut faire une validation par acquis d'expérience si on est salarié agricole depuis un certain temps ou si on est installé chef d'exploitation depuis au moins 1 an. Donc, il y a des dispositifs autres qui existent pour éviter de passer un diplôme. J'ai l'impression qu'il y a autant de manières de s'installer que de gens et de projets, non ? Oui, c'est ça, ouais. Chaque projet d'installation est unique, oui. Et donc, on s'est posé les bonnes questions. On a testé le métier, on a fait une formation, on a fait des stages, etc. L'étape d'après, j'imagine, c'est aussi de faire un business plan, de voir la viabilité économique de son activité. Non, ça va être la minute économie, d'ailleurs, de l'épisode. Mais finalement, on l'a dit, être un agriculteur, c'est être chef d'entreprise. Donc, ça veut dire aussi passer par des fichiers Excel pour voir si économiquement, ça peut fonctionner. Oui, c'est ça, ouais. Donc après, selon la manière de s'installer, ça va pas être obligatoire de faire un business plan. Donc nous, on appelle ça un plan d'entreprise dans notre jargon à nous. Mais en fait, le plan d'entreprise, il va permettre de voir si oui ou non notre activité, elle est viable. Le plan d'entreprise, nous, il est obligatoire dans le dispositif d'installation pour les demandes d'aide, parce que le principe, c'est on n'accorde pas d'aide aux personnes qui n'ont pas un projet viable. Et puis qu'on sache qu'est-ce qu'elles vont faire de cet argent. Pour savoir, quels vont être les investissements, est-ce que surtout l'agriculteur et l'agricultrice pourra vivre de son métier, surtout, c'est ça qui est important. Mais si on s'installe sans dispositif d'aide,
Après, la difficulté, c'est quand on est sur une création d'activité où du coup, on n'a pas d'antériorité sur l'activité agricole. Parce que si on reprend une entreprise existante, on a des comptes de résultats, on a des bilans, on sait ce que vaut l'entreprise. On sait combien on va produire de carottes, C'est ça. combien on aura de vaches, combien, etc. Oui, voilà, on saura les marges par atelier. Alors que si on crée tout en l'état, c'est plus compliqué de se projeter. Donc, voilà. Mais c'est un peu obligatoire quand même, au moins pour se fixer des objectifs sur une année. Ok, je veux atteindre tel objectif. Après, on le fait pas. Mais comme toute entreprise, quand même, faire des projections économiques, c'est ça. C'est quand même mieux, non? Plutôt que de se lancer comme ça en se disant, allez, on fait, verra, je croise les doigts. Oui, voilà. Je pense qu'à partir du moment où on veut vivre de ce métier-là, il faut bien qu'on puisse mettre les chiffres à un moment sur la table et voir si c'est viable. Aujourd'hui, les porteurs de projets, ils associent ce projet d'installation avec un projet de vie. Et je pense que ça met aussi beaucoup de pression là sur les porteurs de projets parce qu'au final, s'ils foirent leur activité agricole, ils vont peut-être foirer leur vie dans leur tête. Donc ça a un impact aussi psychologique qui est fort. Donc le chiffrer, ça permet aussi de redescendre un peu et d'être plus au fait de la réalité, de c'est quoi les risques et comment ça va se passer et comment je vais gérer ces aléas économiques s'il y en a. Et puis peut-être que ça permet aussi de s'enlever peut-être des idéaux, etc. Et parce que de poser le truc, de se dire, en fait, avec 10 vaches, peut-être que je vais me sortir 200 € par mois, en fait, et qu'il faut que je fasse grossir le troupeau si je veux me dégager un revenu, par exemple, non? Oui, complètement, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exploitations aussi qui communiquent sur du maraîchage en permaculture, etc., montrer que ça marche. C'est aussi des exploitations qui font beaucoup de formation. Et bon, moi, j'ai pas vu leurs chiffres, mais j'aimerais bien voir dans leur bilan qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent, si c'est la partie agricole ou si c'est la partie formation. Oui, tu veux dire qu'ils prennent des gens en formation chez eux et qui sont rémunérés pour ça. C'est ça. Ou comme ceux qui font les fermes pédagogiques, qui font les visites au grand public et voilà. Certes, du coup, que ça leur permet d'avoir une petite exploitation parce qu'à côté, ils ont une autre activité au final. Complètement. Et c'est pas la partie agricole qui est majoritaire, je pense, dans le revenu de ces structures-là. Et après, souvent, ça demande des investissements considérables aussi d'être agriculteur. Comment on trouve les financements? Est-ce qu'on peut facilement avoir des prêts bancaires pour acheter une exploitation? Ça dépend. Alors ça va dépendre du coup, si on reprend une exploitation existante, que le partenaire financier travaille avec cette entreprise depuis longtemps, il y aura peut-être moins de difficultés, on va dire, à obtenir un emprunt. Après, ça va dépendre aussi de l'apport qu'on est capable d'apporter. Et après, pour obtenir des financements, il y a d'autres dispositifs aujourd'hui qui existent pour les porteurs de projets. Donc, il y a le financement participatif, Mimosa, ça fait beaucoup parler en ce moment. Donc, il y a pas mal de gens qui essaient de lancer leurs projets On passe comme le ça. bonjour à Florian, qui est le PDG. Et puis, il y a aussi d'autres structures qui essaient de justement soulager l'investissement. Il y a Terre de Liens, par exemple, qui soulage l'investissement foncier et propose du fermage pour les agriculteurs. Aujourd'hui, on a Ferme en Vie aussi qui est apparu il n'y a pas longtemps. En gros, si je schématise, je les ai rencontrés, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais eux, ils s'occupent d'acheter les terres, d'installer la structure maraîchère, etc. Et ensuite, ils mettent en location ces terres-là au démarrage avec possibilité de rachat au bout de 7-8 ans, par exemple. C'est ça. Ce qui permet de s'installer sans avoir un investissement, sans acheter les terres, sans avoir... Et on a déjà tout sur place, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu le même fonctionnement de Terre de Liens, sauf qu'il y a l'option rachat au bout de 7 ans du foncier. Et ils ont fait quelques installations là, et justement, on a des porteurs de projets qui vont travailler avec eux pour leur installation. C'est quoi les investissements moyens que tu vois? Enfin, j'imagine que c'est hyper variable, mais il faut qu'on ait conscience que quelqu'un qui s'installe, des fois, c'est des centaines de milliers d'euros que les gens ils empruntent. Oui, d'autant plus, du coup, dans les Landes, on a quand même du foncier qui... ça tourne autour de 6 000 € l'hectare jusqu'à 12-15 000 € l'hectare. Ça dépend des zones. Donc, quand on veut acheter 40 hectares, ça monte vite. Si on a des bâtiments pour les bovins, la stabulation, ça coûte cher aussi. Après, c'est sûr que si on fait un projet en maraîchage, les investissements seront moindres, entre guillemets, parce qu'on a besoin de moins de surface. On a les serres. Mais c'est vrai qu'un plan d'entreprise d'un maraîcher et un plan d'entreprise d'une personne qui reprend une exploitation en bovin-viande, ça ne va pas forcément être la même chose. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gros sujets de transmission des exploitations sur la partie bovin. Parce que quelqu'un qui ne reprend pas une ferme familiale, c'est quasiment... c'est très compliqué de s'installer de zéro, quoi. Ça demande trop d'investissement. Oui, complètement, c'est vrai. Après, c'est vrai que l'élevage, en ce moment, j'ai l'impression que ça perd un peu de son attrait. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a les questions d'astreinte, et quand on est seul et qu'il faut faire la traite matin et soir, c'est sûr que c'est fatigant. D'où l'intérêt parfois de s'associer.
Mais Et d'avoir des gros troupeaux. Des fois, j'avais rencontré Louis, qui est éleveur laitier, qui racontait ça. Il a plus de 100 vaches, 120, je crois. Mais en fait, il expliquait que s'il en a 70, en fait, il peut pas embaucher quelqu'un. Et le fait de faire grossir le troupeau lui permet d'embaucher quelqu'un pour avoir des week-ends et quelques vacances de temps en temps. oui, Ça, c'est c'est des dimensions qu'on n'a pas toujours en tête, quoi. Enfin, c'est important. Non, complètement, oui. Puis j'avais rencontré des gens aussi qui s'installent, du coup, ils étaient 4 ou 5 sur l'exploitation. Donc chacun gérait son atelier. Il y avait le maraîcher, la paysanne boulangère, l'éleveur. Et ils sont 4, donc ils se partagent. Ils sont tous un week-end sur 4 d'astreinte. Mais ça permet aussi d'avoir, déjà d'alléger son temps de travail et d'avoir un confort de vie. Mais c'est pas l'engouement des gens en ce moment de s'associer. Aujourd'hui, les gens qu'on reçoit, ils veulent vraiment créer leur projet de toutes pièces. Souvent, ils veulent pas reprendre d'exploitation existante et ils veulent pas s'associer. J'ai une personne inscrite au répertoire à l'installation depuis, je pense, novembre ou décembre, qui cherche un associé en maraîchage. C'est pas très loin de la côte en plus, et j'ai eu aucun appel pour c'est fou. pour cette offre. Ouais. C'est fou que les gens ils veuillent démarrer de zéro, parce que moi ça me ferait trop peur. Il y a tellement de chantiers quand même d'être agriculteur déjà, et en plus de tout redémarrer de zéro, quand même faut avoir du courage, quoi. Ouais, c'est un risque, c'est sûr que c'est un risque. Après, tu nous as parlé de dispositifs d'aide. C'est quoi les principales aides auxquelles pour lesquelles on peut bénéficier ? Alors, si on a entre 18 et 40 ans et qu'on a un diplôme agricole de niveau 4, donc au moins le bac, on est éligible à la dotation jeune agriculteur, jeune agricultrice. C'est une aide du coup qui est nationale, mais il y a des plafonds départementaux en fonction des zones. Donc nous, dans les Landes, on est en zone de plaine par exemple. On n'a pas le même montant de base que les Pyrénées-Atlantiques, qui ont les zones de montagne par exemple. D'accord. Et après, on a des modulations qu'on peut débloquer en fonction du projet. Donc, si le projet est générateur de valeur ajoutée et emploi, si le projet a une vocation agroécologique, et si on s'installe hors cadre familial. Après, cette aide-là va être réformée l'année prochaine. Ça va être un autre dispositif qui va s'appeler, je crois, la dotation générale à l'installation de transmission, dont on n'a pas du tout de visibilité. On ne sait pas trop comment on va être mangé, mais voilà, ça, c'est la principale aide. Mais quoi, ça va faire sauter la dimension jeune ? Jeune, moins de 40 ans, quand même, on apprécie. Je sais pas du tout. C'est encore en débat interne. Ok. Et du coup, après, pour les personnes qui n'ont pas de diplôme agricole, il y a d'autres dispositifs qui existent. Dans les Landes, on a l'aide du conseil départemental. Donc, c'est une aide à hauteur de 6 000 € pour les gens qui n'ont pas de diplôme, mais moins de 40 ans toujours. Et on a le prêt d'honneur, donc là, qui est dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un prêt à taux zéro qui est octroyé par la région entre 5 000 et 20 000 €. Ok. Donc c'est un prêt sans intérêt. Ok. Mais ce qui nécessite quand même d'avoir des prêts bancaires à côté, parce que c'est même ça. Si 6 000 €, 20 000 €, c'est hyper cool, mais quand tu nous donnes le prix à l'hectare, oui. En fait, c'est pas suffisant. Il faut combiner un peu tout. Voilà, c'est ça. De toute façon, dans le plan d'entreprise, pour obtenir le prêt d'honneur, il faut forcément qu'il y ait un prêt de hauteur équivalente à ce qu'on demande à la région. D'accord. Donc si on demande 5 000 € à la région, il nous faut 5 000 € chez un autre partenaire financier. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'à ce moment-là, il y en a certains qui abandonnent le projet au moment du business plan et tout ça, qui se disent en fait, c'est pas réalisable, ça va être trop compliqué ? Qu'il abandonne ou qu'il le revoit. Après, nous, l'intérêt aussi, c'est qu'on accompagne les gens pour qu'ils s'installent et qu'ils puissent vivre correctement de leur travail. Donc, on ne va pas les pousser au casse-pipe si on voit bien que les chiffres ne sont pas cohérents. Après, ils peuvent soit remodeler du coup leur projet, soit essayer de le combiner avec un autre emploi à côté, si c'est faisable. Mais des abandons, on en voit quand même un peu. Mais je pense que ça leur permet aussi de prendre un peu de hauteur par rapport à leur projet et essayer de voir, ok, peut-être que ça ne marchera pas, je ne serai pas viable économiquement. Comment est-ce que je fais pour combiner ça avec autre chose ? Ok. Bon, du coup, on s'est posé les bonnes questions. On s'est formé, on a fait un prévisionnel de vente. Et ensuite, comment on trouve le foncier ? Comment on fait pour trouver les terres ? Est-ce qu'il y a une espèce de Le Bon Coin spécial exploitation agricole ? Comment ça se passe ? Alors, en chambre d'agriculture, on a un outil qui s'appelle le répertoire des parts installations. C'est une plateforme qui est nationale et où vous pouvez regarder sur chaque département les offres d'exploitation à reprendre. Donc nous, on a des parcelles à vendre ou des gens qui cherchent des fermiers, des exploitations qui sont complètement à reprendre, des gens qui cherchent des associés et vous pouvez filtrer en fonction des productions que vous recherchez. Donc ça, c'est un outil. Après, il y a la SAFER, donc, qui est l'organisme mandaté par l'État pour justement faire ce marché du foncier agricole.
Ils ont des annonces sur leur site. Du coup, nous, c'est Safer Nouvelle-Aquitaine. Donc là, vous avez les annonces, soit des parcelles à vendre, soit des... il y a aussi un site propriété rurale où là, c'est plus destination de biens ruraux. Et sinon, il y a Le Bon Coin, c'est pas une mauvaise idée. Parfois, ça peut être un moyen de trouver du foncier. Et sinon, le bouche à oreille, aller parler aux agriculteurs, c'est vrai que ça aussi, ça peut être un moyen. Tu nous parlais de la Safer, c'est vraiment un acteur incontournable sur le foncier. Il valide toutes les transactions qui se font. Ils sont en charge en fait de s'assurer que l'aménagement du territoire soit bien respecté, respecter certaines règles, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, toute transaction de foncier classé en zone agricole sera notifiée à la Safer. Donc soit on passe directement de particulier à particulier, mais le notaire il va être obligé de notifier cette vente à la Safer. Si elle ne se prononce pas, la vente a eu lieu. Après, la Safer, elle peut préempter si jamais une personne lui a demandé de préempter parce qu'elle convoite ce foncier-là, ou alors parce que pour une révision de prix aussi c'est possible, parce que parfois il y a des transactions qui sont faites et qui sont complètement décorrélées des prix du marché, et ça c'est aussi le rôle de la Safer, c'est de faire en sorte que les prix ne tirent pas à la hausse, parce que sinon ça va être de plus en plus dur de s'installer, déjà que ça l'est aujourd'hui. Et dans le cadre de transmission d'exploitation, donc quelqu'un qui part à la retraite et du coup qui revend sa ferme à quelqu'un d'autre, comment ça se passe parce qu'il y a une vraie dimension humaine là encore, ça, c'est encore un autre aspect. Oui, tout à fait, ouais. Dans ce cas-là, alors si on est dans une reprise dans le cadre familial, il y a moins de questions qui se posent, bien qu'il y en ait quand même. Moi, j'ai toujours du mal, encore aujourd'hui, quand je reçois au point d'accueil installation des enfants d'agriculteurs qui viennent avec leurs parents, et au final, c'est les parents qui parlent le plus, c'est pas le jeune ou la jeune. Et ça me dérange un peu parce qu'au final, j'ai l'impression que le projet lui tombe dessus, et c'est peut-être pas sa vocation première. Donc c'est vrai que c'est important aussi de les confronter à ça, de leur poser ces questions-là. Est-ce que c'est vraiment ta vocation de s'installer ? Est-ce que c'est vraiment ton projet ? Bon, généralement ça l'est, ou alors peut-être qu'ils ne le disent pas, je sais pas. Si les parents à côté, ils osent pas. Voilà, mais c'est vrai que j'ai des jeunes aussi qui n'ont pas envie de travailler avec leurs parents, qui me disent j'attends que mon père parte à la retraite, et comme ça c'est moi qui reprends l'exploit, et voilà, je travaillerai comme je veux. Donc il y a ce gap générationnel qu'il faut arriver à gérer entre la jeune génération d'agriculteurs et l'ancienne qui part à la retraite. Et après, quand on s'installe hors cadre familial, il y a d'autant plus de questions qui se posent aussi, parce que du coup, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui doivent plus ou moins apprendre à travailler ensemble, d'où le stage parrainage, ça peut être pas mal, parce que là, il y a une réelle transmission du savoir-faire sur l'exploitation, où le cédant, il peut dire, voilà, je travaillais comme ça, etc. Le jeune, il peut aussi proposer ses nouvelles idées. Sachant que souvent, le cédant, il veut garder la maison d'habitation à côté de la ferme, donc ça veut dire qu'il va voir le jeune sur le tracteur tous les matins, et pas lui. Donc oui, il va critiquer peut-être la manière de faire, il va dire oui, moi j'aurais pas semé comme ça, ni à telle date, mais bon, c'est la vie. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, on pourrait se dire, il la vend au premier venu et il prend l'argent et qu'est-ce qu'il s'en fiche, mais non, parce que déjà, c'est quand même le travail de toute une vie. Après, comme tu l'as dit, il y a sa maison sur place, quoi, qui est la maison dans laquelle il a toujours vécu, et généralement, il y a 5 générations qui ont vécu dedans, donc c'est pas aussi simple que ça. Non, la maison d'habitation, c'est un gros problème pour les transmissions, enfin un gros problème, en tout cas, un réel enjeu. Parce qu'après, on a différents types de cédants aussi. On a le cédant qui veut vendre l'exploitation, la maison, et qui s'en fiche de la transmission. Et on a des cédants qui ont cette vocation à transmettre un savoir-faire. C'est deux profils différents. Après, je pense que ça a plus de valeur humaine si on transmet quelque chose, si on transmet un savoir-faire. Je trouve ça vertueux. Mais bon, je comprends aussi les cédants qui en ont ras la casquette et qui veulent signer leur exploitation parce que ils vont travailler. Prendre un petit appart sur la côte. Voilà, c'est ça. Ça fait 45 ans qu'ils travaillent. Je pense qu'ils ont le droit aussi de se reposer rapidement. Carrément. Et je vais te poser la question de l'auditeur. C'est Marie qui te demande combien de temps il faut compter pour un parcours d'installation classique. Combien de temps ça prend quand il y a un projet d'installation entre le moment où il y pense et le moment où il s'installe ? Alors, ça dépend du profil en fait, du porteur de projet. Si on est sur une personne qui est dans un parcours agricole depuis le début, qui a fait un bac pro agricole, qui a fait un BTS agricole, qui est ouvrier agricole, le parcours à l'installation, il va être assez simple. S'il veut demander les aides, il faut compter 1 an maximum, quoi. Après, un an plus quand même toutes les études qu'il a fait depuis le lycée agricole. Oui, par contre, oui, il y a toute l'expérience derrière. Après, si on est sur quelqu'un qui veut complètement se reconvertir, il va falloir qu'il acquiert de l'expérience, il va falloir qu'il se forme s'il veut un diplôme agricole, notamment s'il veut demander les aides. Donc là, ça peut prendre, on va dire, 1 an de formation. Et puis,
1 ou 2 ans d'expérience, à mon avis, il ne faut pas cracher dessus. Et puis après, il y a le parcours à l'installation s'il veut demander les aides. Donc ça s'anticipe, je pense, au moins 4 ou 5 ans à l'avance quand on est sur une reconversion drastique. Ben ça paraît énorme quand tu le dis comme ça, mais j'avais interviewé, d'ailleurs je le recommande s'il y a des gens qui veulent aller plus loin sur ce sujet-là, Emeline Benz qui est maraîchère bio et en fait qui était à la Fondation Nicolas Hulot à Paris, chef de projet là-bas et qui a tout lâché pour se reconvertir. Et elle, effectivement, elle a mis 6 ans. Oui. Bon, parce qu'en fait, elle a eu un petit sujet d'association aussi, elle a dû rechanger d'exploitation, mais elle a mis 6 ans et elle le dit quand elle témoigne, puisque elle témoigne souvent auprès de gens qui veulent se reconvertir de zéro, que ça prend du temps, quoi. Et elle me dit que les gens ne sont pas toujours réceptifs à cette info parce qu'ils ont envie de s'installer vite. C'est vrai que 6 ans, c'est long, quoi. Même 4, comme tu dis, mais finalement, c'est le temps qu'il faut pour que ça soit réussi. Oui, complètement. D'autant plus s'il y a cet aspect, je fais un projet de vie aussi à côté avec ma famille, je déménage et on recherche un cadre de vie plus sain. On sort de la ville, on va à la campagne. Mais en fait, si on ne veut pas que le projet y foire, il faut vraiment le préparer et il faut s'armer de compétences techniques et de gestion de son entreprise. Donc oui, ça prend du temps, forcément. Oui, parce qu'on joue avec le vivant. C'est quand même une complexité. Mais c'est vrai que les gens ne l'entendent pas forcément. Au point qu'à l'installation, on reçoit des gens qui veulent s'installer de suite, qui ont le BPREA. Et moi, je leur dis, mais formez-vous, faites au moins 1 an de salariat agricole pour savoir si c'est vraiment fait pour vous. Ça n'est pas forcément entendu, mais bon. Ouais. Et c'est quoi les principales difficultés que les gens y rencontrent une fois qu'ils sont installés, justement ? Alors, je pense que les principales difficultés, du coup, c'est cet aspect technique. Après, si on est seul, on peut aussi, je pense, souffrir de l'isolement. Donc là, pareil, il y a des dispositifs qui existent. Il y a des associations. Nous, dans les Landes, on a Agridif aussi, le dispositif Agridif qui peut permettre d'aider les agriculteurs en difficulté. Et je pense que c'est la charge de travail aussi, la gestion de la charge de travail qui peut être très importante. Quand on débute, on a la tête dans le guidon, on a du mal à prendre de la hauteur, justement, et on peut se laisser happer par le travail. Et surtout quand on veut faire plein de choses, on a plein de projets en tête, et parfois on peut avoir tendance à se disperser. Et justement, j'en parlais tout à l'heure du documentaire Les Nouvelles Graines, qu'a fait du coup Nicolas Mérieux, un ancien youtubeur qui... Pareil, s'est reconverti, qui a fait un BPREA dans les Landes et qui voudrait s'installer. Et il a fait un documentaire sur des amis à eux qui voulaient s'installer maraîchers dans les Landes, qui se sont installés d'ailleurs. Et il montre la réalité du métier et leurs difficultés. Et c'est vrai qu'il y a les aléas techniques qu'on ne maîtrise pas, la charge de travail, les objectifs qu'on se fixe, qu'on n'atteint pas. C'est vrai que tout ça, ça peut être frustrant. Le travail ensemble aussi, quand on s'associe. Il y a plein de risques potentiels à inclure, en tout cas dans sa réflexion. Et en même temps, je pense que quand ça fonctionne, ça doit être hyper épanouissant, non ? D'être un peu aligné avec ce qu'on a envie de faire. C'est un beau métier aussi, c'est un très beau métier. Oui, complètement. Oui, c'est vrai qu'après, quand les gens ils aiment leur métier, ils t'en parlent sans s'arrêter. Parfois, c'est même dur de les faire s'arrêter de parler. Mais l'intérêt de les interviewer pour le podcast, parce que c'est vrai qu'au moins... il y a toujours de la matière parce que c'est des gens qui sont passionnés, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant de travailler dans ce milieu-là, c'est que les gens sont passionnés. Moi, ça me fascine de voir des jeunes de 20 ans qui sont prêts à s'installer parce qu'ils sont partis pour 40 ans de chef d'exploitation. Mais ça leur fait pas peur. À aucun moment, ils se mettent de frein. Donc, c'est beau aussi de voir des gens motivés par ces métiers-là. Puis, il en faut. Oui, et puis ils nous nourrissent. Et comme tu dis, il en faut quand même. Il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui sont agriculteurs. Et il faut bien qu'on mange. Oui, c'est ça, ouais. Non, le dernier recensement agricole, c'était moins de 500 000 personnes sont agriculteurs aujourd'hui. Ouais, je crois que c'est 1,5% de la population active. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas grand-chose. Non, pas du tout. Quand il y a 1,5% des gens qui sont là pour nourrir toute la tribu, voilà. Je sais pas s'il faut pas qu'on commence à s'inquiéter, mais du coup, on a vraiment besoin de ces gens qui s'installent et et puis ceux qui se reconvertissent aussi. Oui, complètement. Pas qu'ils hésitent. C'est ça. Après, l'enjeu qu'on a au niveau de la transmission aussi, c'est que en fait, les profils d'exploitation qu'on a à céder ne correspondent pas forcément au projet d'installation. On a cette mutation aussi de l'orientation des productions des exploitations. Donc, par exemple, dans les Landes, nous, alors, on a une majorité de projets en maraîchage, en poules pondeuses aussi, en filière équine. Donc ça prend aussi de l'ampleur. Alors que les exploitations qu'on a à céder, c'est... l'exploitation classique des Landes, maïs, le canard. Voilà. Et là, personne ne veut s'installer en canard en ce moment. Bon, ouais, bon. Le contexte n'y prête pas trop non plus. Oui. Mais la grippe aviaire.
Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué parfois de trouver un repreneur pour ces exploitations-là. Mais c'est marrant cet attrait pour le maraîchage, parce qu'après avoir passé 2 ans à parcourir les fermes, je trouve qu'il y a 2 trucs qui ont l'air vraiment très difficiles. C'est éleveur laitier et le maraîchage. Enfin, même si tous les métiers agricoles, voilà, on demande beaucoup de travail et tout, mais le maraîchage, je trouve qu'en termes de dureté du travail physique, j'entends, de revenus, parce que ça reste des légumes à vendre, et puis il faut s'occuper généralement de la commercialisation soi-même, sauf si on veut faire une grosse exploitation, mais c'est rarement les nouveaux projets, je pense. C'est marrant que ça ait cet attrait-là. Pourquoi, à ton avis ? Je sais pas, je pense que c'est... comme on évoquait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a toute cette diffusion de petites vidéos sur les réseaux sociaux de gens qui se sont reconvertis en maraîchage. Il y a cet aspect retour à la terre. C'est vrai qu'on a plus les mains dans la terre quand on fait du maraîchage que quand on cultive du blé. Après, c'est vrai que moi, je trouve que c'est un métier qui est très très dur et qui est très technique aussi, parce qu'on n'est pas cantonné à une seule production, on est cantonné à une diversité de production. Donc c'est plein d'itinéraires différents, c'est plein de ravageurs différents. Donc c'est vrai qu'il faut, d'autant plus là, c'est nécessaire de se former pour le maraîchage, surtout que c'est la filière qui attire le plus en ce moment. Mais c'est vrai que c'est une production très très difficile, enfin, de mon point de vue après. Oui. Et du coup, quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent s'installer ? De parler avec des agriculteurs, vraiment, de se confronter aux réalités du métier, de se former techniquement, ça c'est indispensable, et de se faire accompagner, de ne pas faire son truc dans son coin, de ne pas hésiter à échanger, de s'inscrire dans des assos, de participer à des groupes de travail technique, enfin vraiment je pense que c'est surtout ça qui est important dans le milieu agricole, c'est d'échanger le savoir-faire et de ne pas rester seul avec ses problèmes aussi, de les partager, parce que souvent le voisin il a aussi peut-être le même problème que toi, et que si vous mutualisez vos connaissances, peut-être que quelque chose de bien va émerger. Donc ne pas hésiter à se former, à discuter, et ne pas se créer une image idéalisée aussi de cette reconversion-là, et ne pas se mettre trop de pression sur le fameux projet de vie, parce que ça peut dévaster des gens, je pense, d'échouer aussi. Donc arriver à trouver un distinguer bon compromis, voilà, quoi. C'est ça. Entre pas idéaliser, en même temps, pas se mettre une pression de malade. Oui, complètement. Et je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi de t'investir comme ça auprès des gens qui veulent s'installer ? Moi, j'aime bien l'idée d'aider des gens à concrétiser des projets et surtout de participer au développement de l'activité agricole, parce que c'est hyper important. C'est des métiers qui attirent peu, je pense, de manière générale, et pourtant on en a tellement besoin. Et ça me fait plaisir d'accompagner des jeunes, surtout quand ils sont motivés. C'est plaisant de travailler avec des gens comme ça. L'aspect humain dans mon métier me plaît énormément. Ouais. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis ? Oui, du coup, on parlait du recensement agricole de 2020, où il reste donc à peu près 1,5% de la population active qui est chef d'exploitation ou co-exploitant. Et les derniers chiffres disaient qu'il y avait un tiers de ces exploitations qui ne savaient pas qu'allait devenir l'exploitation dans les 3 ans. Donc ça montre qu'il y a un réel enjeu de transmission et qu'il nous faut du coup des porteurs de projets qui vont reprendre ces exploitations, et s'ils ne veulent pas les reprendre dans l'état, ou alors les reconvertir, mais il faut faire quelque chose avec ces exploitations à reprendre, ça c'est sûr. Oui, parce que je crois qu'il y a la moitié des agriculteurs qui ont plus de 50 ans. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Donc il y a un renouvellement de génération qui est un réel enjeu. Mais il y a tellement de place à prendre, on aura tellement besoin de ces gens. Je vais dire une bêtise, mais en 86, je crois qu'ils étaient 1,6 million d'agriculteurs dans les années 80. Et là, on est en dessous des 500 000. Enfin, c'est quand même incroyable la chute qu'on a connue. Mais on a de moins en moins d'exploitants, et on a aussi de plus en plus de grosses exploitations, du coup, vu qu'elles s'agrandissent et qu'elles prennent le foncier environnant. Donc forcément, ça fait des coûts de reprise à la fin qui sont énormes, et un jeune seul ne peut pas reprendre. Donc d'où l'intérêt de s'associer, d'où l'intérêt de développer d'autres dispositifs de financement. Mais oui, c'est effectivement, on a un réel enjeu. Puis comme tu dis, quand tu as 1,5% d'entre nous qui produisent pour qu'on mange tous, forcément, tu te retrouves avec des grosses exploitations et une notion d'efficacité, de rentabilité, d'où l'intérêt qu'il y en ait plein qui repartent. Moi, je suis pas assez courageuse, je viens tout de suite et je sais rien faire de mes 10 doigts. C'est ça. Non, mais ça s'apprend, et c'est vrai que c'est important de se rapprocher de tous les organismes de conseil qui peuvent vous accompagner du coup dans cette démarche d'installation, et d'écouter les conseils. Finalement, comme quand on monte une entreprise classique. Oui, complètement. De croire en son projet, croire en soi, mais réussir à entendre ce qui se dit pour bien ajuster. Oui, voilà, ne pas rester
cantonné dans sa vision des choses. Et profiter des connaissances et des expériences des autres pour pas refaire les mêmes erreurs que quoi. Complètement. Super. Et dernière question, où c'est qu'on peut contacter le PAIT, trouver le PAIT de son département Alors, il y a un site internet, si vous tapez point accueil installation transmission, vous allez avoir toutes les adresses et les numéros de téléphone des points accueil installation sur tout le territoire français. Donc, vous sélectionnez le département qui vous intéresse et vous appelez. Super. Bon, mais merci beaucoup, Jeanne, pour Avec plaisir. Cet éclairage. C'était vraiment hyper intéressant. Merci et j'espère à toi. que ça aura été utile pour certains. J'espère aussi. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.